Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'arrivée du chef de l'Organisation mondiale de la santé en RDC ce jeudi pour faire le point sur l'épidémie d'Ebola qui frappe le pays. Les autorités congolaises ont par ailleurs annoncé une première guérison. Nous irons sur place dans cette édition. Élection générale attendue ce lundi en Éthiopie. L'actuel Premier ministre et son parti partent favoris. Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix, a suscité beaucoup d'espoir à son arrivée au pouvoir en 2018. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les espoirs ont été déçus. Après les conflits au Tigré, la répression des voix dissidentes, la liberté s'est fortement érodée en Éthiopie. Et ce soir, nous recevons un artiste qui interroge les oublis de la mémoire et redonne un visage à ceux que l'histoire a longtemps laissés dans l'ombre. Le photographe sénégalais Victor Omar Diop, spécialiste des autoportraits, est notre invité. Et avec la grande exposition Décolonisons au mémorial de Caen, il fait entrer la mémoire africaine dans l'histoire mondiale. On ouvre ce journal par l'arrivée du chef de l'OMS en RDC. Tedros Ghebreyesus est allé faire le point sur l'épidémie d'Ebola qui foudroie le pays. Une visite qui survient alors que les autorités sanitaires internationales et congolaises peinent à freiner la propagation du virus. Par ailleurs, ces derniers ont annoncé vendredi la guérison d'un premier patient. Clémence Valère. À peine atterri à Kinshasa, que le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, exprime sa solidarité avec les Congolais et lance un message à la communauté internationale. Je suis venu ici pour montrer aux communautés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes là pour les soutenir. Le type de soutien que nous demandons, le volume de soutien que nous demandons n'a toujours pas été reçu. Nous n'obtenons qu'un tiers des financements demandés. Alors que le pays se bat contre sa 17e épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires congolaises et internationales peinent à endiguer la maladie. L'épidémie actuelle est provoquée par le variant Bundibugyo, pour lequel il n'existe ni traitement spécifique, ni vaccin. Le virus sévit dans 3 provinces congolaises dont l'Ituri, considérée comme l'épicentre de la contagion, ainsi qu'en Ouganda voisin. Les autorités congolaises ont toutefois annoncé jeudi qu'un premier patient atteint du virus a été guéri. Nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guérie. L'OMS a déclaré jeudi avoir réceptionné plus de 4,5 tonnes de matériel médical à l'aéroport de Bunia. Le docteur Tedros Ghebreyesus est attendu en Ituri ce week-end pour faire un constat de la situation sur place. Ce lundi, les Éthiopiens se rendront aux urnes pour des élections générales. Les députés éliront ensuite le Premier ministre. Vous le savez, Abiy Ahmed est l'actuel chef du gouvernement. Lui et son parti, la prospérité, devraient l'emporter. Lors de son arrivée au pouvoir en 2018, la communauté internationale nourrissait l'espoir que cet homme, lauréat du prix Nobel de la paix, parviendrait à apaiser son pays, à y développer la démocratie. Mais force est de constater que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le reportage de Tom Canetti. Ces milliers de personnes viennent soutenir le parti de la prospérité quelques jours avant les élections. Son emblème, une gerbe de blé. C'est le symbole de l'autosuffisance alimentaire, la principale promesse de campagne d'Abiy Ahmed. Le Premier ministre est un dirigeant jeune, porteur de changement. Il aime l'Éthiopie et nous l'aimons. Il fait ce qu'il nous avait promis. Que puis ajouter? Tout ce qu'il fait entraîne des vrais changements. C'est pour cela que nous le soutenons. Si les Éthiopiens le choisissent pour les 5 prochaines années, l'Éthiopie changera et Addis Abeba changera. Difficile d'entendre des voix discordantes, elles sont réduites au silence. Jonas Kedir est désormais seul dans les locaux de son média indépendant. En avril, un journaliste y a été kidnappé. Selon ses collègues, les ravisseurs étaient des agents du renseignement. Il y a beaucoup de journalistes en Éthiopie, mais ils sont en prison à cause de leur travail. Il n'y a pas de paix ici, pas de liberté d'expression, l'espace médiatique n'est pas libre. Donc comment peuvent-ils nous parler d'élections ? Pourtant, 47 mouvements politiques participent au scrutin, comme le Front de Libération Oromo.
Ses sympathisants affirment que le parti gouvernemental leur interdit officieusement de faire campagne dans certaines régions. Le parti de la prospérité n'est pas un bon parti. Ces gens sont mauvais. Pourquoi? Car ils contrôlent la démocratie de ce pays de façon très stricte. Il n'y a pas de vraie démocratie, de liberté d'expression. Tout est encadré en Éthiopie. En 2021, le parti d'Abiy Ahmed a remporté 96% des suffrages. L'opposition s'attend à une nouvelle élection biaisée et à un raz-de-marée en faveur du Premier ministre. En 2021, le parti d'Abiy Ahmed a remporté 96% des suffrages. L'opposition s'attend à une nouvelle élection biaisée et à un raz-de-marée en faveur du Premier ministre. Demain, c'est le grand jour pour les fans de football de toute la planète. La finale tant attendue de la Ligue des Champions entre club anglais d'Arsenal et le PSG. Et si vous êtes fan de football, il y a une image qui ne vous aura sûrement pas échappé le week-end dernier quand Arsenal a remporté le championnat d'Angleterre. Des dizaines de milliers de supporters des clubs anglais ont envahi les rues de Nairobi. Et on y retrouve notre correspondant Bastien Renouy. Le Kenya est fan de football et en particulier de Premier League, le championnat anglais. Manchester, Liverpool, Chelsea, les clubs britanniques sont partout, sur les bus, dans les magasins. Mais il y a un club plus populaire que les autres, c'est Arsenal. Suivez-moi dans cette galerie commerciale. Il y a de très nombreux magasins de maillots de football ici à Nairobi. Je me trouve devant l'un d'entre eux qui est un peu spécial. Le propriétaire de ce magasin est aussi le président du fan club officiel d'Arsenal ici au Kenya. Mais alors, pourquoi Arsenal? Vous savez, au début des années 2000, entre 2000 et 2010, c'était les débuts de la télévision numérique et de la télé en direct sur Internet. Et au même moment, entre 2000 et 2004, Arsenal était au top. En même temps, l'équipe était composée de joueurs noirs, donc un lien s'est créé avec nous. Et donc, quel est votre pronostic pour le match samedi soir? 2-1 pour Arsenal. Eh bien, j'espère que vous vous trompez. Alors, ce samedi, les fans d'Arsenal de tout le Kenya vont se retrouver dans la ville de Kisumu, au bord du lac Victoria. Il faudra de très nombreuses heures de route pour pouvoir aller jusque là-bas. Mais c'est ça, être fan d'Arsenal ici au Kenya. Ce vendredi, Abdoulaye Wade fête ses 100 ans. L'ancien président du Sénégal qui s'est retiré à Versailles, tout près de Paris, depuis de nombreuses années, est célébré par les Sénégalais qui se souviennent d'un président audacieux et philanthrope. Correspondant à Dakar, Deli Mandao. Je le laisse en entièreté. Les vœux d'anniversaire et les témoignages sont nombreux depuis ce matin, en ce jour marquant le centenaire d'Abdoulaye Wade, le 3e président de l'histoire du Sénégal. Les Sénégalais se souviennent d'un homme qui aura eu dans un premier temps un parcours parsemé d'embûches. Après plus de 25 ans passés dans l'opposition, Abdoulaye Wade a combattu les régimes socialistes de Léopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf avant son arrivée au pouvoir à l'an 2000 et l'amorçage d'un virage libéral avec la modernisation du pays à travers la construction d'infrastructures de grande qualité. Les témoignages des acteurs politiques ont été les plus remarqués, à l'image du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais qui souhaite à Abdoulaye Wade un centenaire de paix, de sérénité et de lumière. Témoignage également du nouveau président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui estime que Abdoulaye Wade est incontestablement l'un des pères les plus illustres de la démocratie sénégalaise. Quant à l'ancien président Macky Sall, qui aura été son premier ministre lorsque Abdoulaye Wade était au pouvoir, Macky Sall estime que l'engagement d'Abdoulaye Wade, sa vision et son attachement à la démocratie laisseront une empreinte durable pour la postérité. Le Sénégal va rendre des hommages nationaux à Abdoulaye Wade le 5 juin, des hommages qui seront présidés par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Allez, on passe à notre invité culture de ce vendredi soir et on s'intéresse à l'un des artistes africains peut-être les plus influents de sa génération, le photographe sénégalais Omar Victor Diop. Ses autoportraits puissants et très construits revisitent l'histoire coloniale, les questions de mémoire et les identités africaines contemporaines
exposé dans le monde. Et au cœur de la prochaine exposition Décolonisation, des artistes africains interrogent l'histoire, présentée au Mémorial de Caen jusqu'au 11 novembre prochain. Sa série Liberty rend hommage aux tirailleurs sénégalais et aux victimes du massacre de Thiaroye en 1944. Pour en parler, nous le recevons, nous sommes ravis de vous avoir. Omar Victor Diop, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Et c'est un plaisir parce que je me souviens précisément, quand vous avez commencé d'ailleurs, j'ai parlé de vous sur cette antenne en 2012, déjà 2013 à peu près. Vous avez, peu de gens le savent, hein, que vous êtes un autodidacte, qu'en 2012 vous avez démarré après une première carrière dans le conseil en management, donc à Paris. Dites-nous ce que vous avez décidé à l'époque de vous lancer. Je réponds toujours à cette question par une boutade, que je faisais de la photo en amateur jusqu'à ce qu'on me prenne au sérieux. Finalement, je me suis pris au sérieux, mais plus sérieusement, une envie de contrebalancer la représentation de l'Afrique dans son histoire, mais aussi dans sa réalité contemporaine. Parce que c'est vrai qu'il est nécessaire de documenter les problèmes que nous avons, mais nous réussissons aussi des choses et c'est bien de le montrer. Et c'est ce qui m'a donné envie de prendre un appareil photo et d'être le témoin de tout ça. Alors vous avez bien fait, évidemment, et votre travail en témoigne. Et parmi vos sources d'inspiration, ou vos inspirations, on cite souvent les Maliens, que ce soit Seydou Keïta ou Malik Sidibé. Qu'est-ce qui vous a plu chez eux ? Je rajouterais le Sénégalais Mama Kassé aussi, qui a d'ailleurs fait le portrait de mon grand-père. Le fait que ils ont été des témoins de leur temps. Malik Sidibé, par exemple, ses photos les plus connues, cette scène incroyable, une scène de bal où un frère et une sœur dansent. Oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il est juste allé en soirée avec son appareil photo. Il en était. Et en fait, c'est une position assez privilégiée et qui est aussi lourde de responsabilité parce que la représentation, c'est extrêmement important. Et les images circulent et prennent leur propre vie et il faut savoir ce qu'on publie parce que ça peut jouer un rôle très positif ou alors être détourné. Oui, donc vous prenez très au sérieux ce rôle de témoin, d'œil que vous incarnez. Et pourquoi l'autoportrait L'autoportrait, c'est une façon pour moi de matérialiser l'empathie que j'éprouve quand je relis ces histoires d'Africains oubliés. C'est ma façon de dire ça aurait pu être moi. Si j'étais né, par exemple, sur l'île de Gorée au XVIe siècle, peut-être que je serais cet enfant de 2 ans qui se retrouve sur un vaisseau négrier, qui devient esclave à Saint-Domingue, puis soldat qui achète sa propre liberté, devient un révolutionnaire français et en 1794 fait partie de ceux qui font abolir l'esclavage. Et tout ça, ça se passe en 40 ans d'une vie. Donc c'est ma façon de dire que j'aurais pu être ces personnages-là et puis aussi d'inviter le public à se mettre dans la peau des personnages. La peau des personnages. On voit votre série et j'aimerais qu'on écoute justement Ayoko Mansak, la commissaire d'exposition de Décolonisons, des artistes africains qui interrogent l'histoire. C'était au Mémorial de Caen. Nous sommes allés avec Clémence Valère et Elom Toblé. On écoute. Au fur et à mesure que ce travail historique était fait sur le continent, c'était aussi finalement une prise de conscience de la part des artistes que oui, l'histoire doit être aussi écrite depuis notre perspective. Et en cela, je pense qu'il y a de nombreux artistes qui s'emparent de ces questions historiques et mémorielles. Et l'exposition voulait donner à voir le rôle important que jouent ces artistes dans cette réappropriation du récit historique. Cette exposition absolument forte, hein. Vous ouvrez d'ailleurs le bal dans le couloir pour rentrer dans cette exposition au Mémorial de Caen, un lieu symbolique très important, hein, pour l'histoire mondiale, hein, parce qu'on y parle de la guerre. Pourquoi avoir accepté de participer à cette exposition ? Tout d'abord parce que c'est un grand honneur. Et puis aussi parce que le lieu lui-même fait la narration des conflits, des grands conflits du siècle précédent, et donc les 2 grandes guerres, des guerres où beaucoup d'Africains
se sont retrouvés à perdre leur vie ou à subir tout ce qu'on subit dans des guerres aussi terribles. Vous mentionniez le massacre de Karoï, ces soldats africains qu'on a ramenés sur le continent et qu'on a massacrés parce qu'ils réclamaient leur solde. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. D'avoir un lieu qui raconte ces conflits et qui nous invite, nous, qui sommes les descendants de ces soldats qui se sont battus pour la France, pour que nous aussi on participe à la narration, c'est un honneur et je ne pouvais pas ne pas accepter cette invitation. Vous pensez que l'art peut dire des choses que le politique ne peut pas ou refuse? Oui, absolument. Ou au moins, l'art peut au moins susciter la curiosité et l'empathie. Quand je suis arrivé dans le hall de ce mémorial de Cannes, ce qui m'a vraiment touché, c'était tous ces jeunes adolescents qui n'ont jamais connu quelqu'un qui a fait cette guerre. Parce que nous, notre génération, on a encore quelques grands-parents qui... Oui, mais eux, non, c'est sûr. Qui étaient là, qui prenaient des selfies, qui lisaient les cartels. Et ça, c'est bien. Oui, c'est le musée, il faut le dire, hein, il y a plus de 500 000 visiteurs annuellement et c'est essentiellement fréquenté par des jeunes des écoles, essentiellement, mais c'est un travail colossal qui est fait là-bas à Caen. On va se déplacer, on va quitter Caen, on va aller à Arles pour les rencontres d'Arles, où vous avez aussi une expo du 6 juillet au 4 octobre 2026 et vous représentez The Anonymous Project Being There. Donc là aussi, c'est cette volonté de témoigner dans l'histoire. Racontez-nous rapidement ce projet. Alors, l'histoire est ma matière première privilégiée. Mais jusqu'à ce point, je n'étais jamais entré dans la matière, même dans l'archive. Et donc, Lee Schulman, qui est derrière The Anonymous Project, est un artiste et un collectionneur de photographies vintage, de photos de famille, de personnes comme vous et moi, et c'est des photos qui sont abandonnées et qu'il collectionne depuis longtemps. Et il m'a invité à venir interroger ces images. Et à nous deux, nous avons eu l'idée de m'insérer dans... Vous incrustez littéralement au sens strict donc, dans les histoires. Dans les images, oui. Et en fait, c'est des scènes tout à fait ordinaires. Et la seule chose qui devient extraordinaire au fur et à mesure qu'on découvre la série, c'est la présence de cet homme noir. Et surtout, on imagine que tout ce monde-là se faisait sans noir et sans... Donc ces années étaient certes glorieuses, mais elles ne l'étaient pas pour tout le monde. Elles ne l'étaient pas pour les femmes. Elles ne l'étaient pas pour les minorités. Et donc ma présence dans cette normalité homogène, elle souligne en fait l'absence des Noirs des années 50 dans cette American Way of Life qu'on a tendance à regarder avec beaucoup d'indulgence. Oui, ou beaucoup de nostalgie. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, alors c'est très intéressant et on aura hâte d'y aller aussi à Arles pour la voir. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut tout autant témoigner avec autant de liberté aujourd'hui que vous avez une reconnaissance internationale? Est-ce que ça change votre regard sur les choses ou ça vous oblige au contraire? En fait, j'essaie de... Disons que j'essaie de... Et j'y arrive, de ne pas voir cette reconnaissance, parce qu'effectivement, ça peut conditionner le travail. Mon travail se fait toujours dans la durée. Je travaille très longuement sur les séries. Et puis, je suis assez en retrait d'une manière générale. Oui. Et vous êtes très difficile à avoir. C'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir eu, Omar Victor Diop. Merci beaucoup d'être venu sur ce Journal de l'Afrique. Et d'ailleurs, on va se quitter avec les images qu'on a eu le plaisir avec toute l'équipe du JTA de tourner là-bas, l'exposition Décolonisation, des extraits des artistes africains qui interrogent l'histoire, présentés au Mémorial de Caen. Et c'est jusqu'au 11 novembre prochain. Et c'était avec Clémence Valère et Elom Toblé. Voilà. Nous
sommes dit que l'heure était peut-être venue de montrer la décolonisation et la colonisation, bien sûr, au sein du mémorial, puisqu'on y rencontre, bien sûr, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais également la fin de la guerre froide. Et donc, c'est toute l'histoire du XXe siècle. Et on ne peut pas faire l'histoire du XXe siècle sans la décolonisation. C'était aussi finalement une prise de conscience de la part des artistes que oui, l'histoire doit être aussi écrite depuis notre perspective. Et l'exposition voulait donner à voir le rôle important que jouent ces artistes dans cette réappropriation du récit historique, mais aussi dans la contribution à forger de nouvelles consciences historiques. C'est vraiment utile pour les gens de savoir qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui encore, comment est-ce qu'on fait pour... déjà, il faut immortaliser et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour garder ça et pour ne plus que l'histoire ne se répète plus.